Marie Vaillant, bonjour. Bonjour Quentin. Alors décrivez-moi un objet, un espace, un lieu, ce que vous voulez en fait finalement, au bureau, qui est selon vous totalement inutile. Ok, Eh oui. d'accord. On essaie de faire des lieux utiles, mais je dirais une salle d'archives avec une fenêtre. Une salle d'archives avec une fenêtre. Ouais, ça c'est Inutile. dommage. Ouais, faut pas faire ça. Entendu. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Marie Vaillant, qui n'aime pas trop les archives physiques, j'ai l'impression, fondatrice de la société Yemanja il y a presque 8 ans. Vous êtes dans le Marais à Paris, vous avez 35 collaborateurs et votre spécialité c'est d'aménager des espaces de travail personnalisés et sur mesure. Est-ce que j'ai bon? Tout à fait. Depuis 8 ans. 7 ans et demi. 7 ans et demi. Oui. Uniquement à Paris? Paris, région parisienne, on est allé aussi en province, mais c'est pas notre point fort, enfin c'est pas ce qu'on préfère, parce qu'on a besoin de beaucoup de proximité, on se déplace tout le temps. Et on allait une fois à New York, c'était cool. Ah oui. Mais sinon c'est très région parisienne. Très région parisienne et très Paris. Je reviens sur ce nom, Yemanja. Est-ce qu'il y a un lien avec la divinité aquatique africaine? Tout à fait. Ah, lequel? Eh ben, il fallait trouver un nom pour l'entreprise, dans une forme d'urgence. Comme toujours, Voilà. ouais. Et j'ai fait un voyage au Brésil, et c'est venu dans la réflexion, un peu par hasard. Et on s'est aperçu que c'est une déesse qui véhicule que des valeurs positives. D'accord. Bon, elle est très forte, hein, c'est la mère de tous les dieux, donc assez puissante. Et elle est très bienveillante. Au Brésil, si vous avez un souci, vous pouvez vous tourner vers elle, c'est sûr, elle va vous aider. C'est le bon œil, quoi, la bonne mère. Oui. Et c'est un nom qui, plus le temps passe, qui a du sens pour nous et qui nous porte. On l'aime beaucoup. Donc vous l'avez trouvé par hasard au début, c'est ce que vous m'avez dit, Oui. hein, vous vouliez monter le business et vous n'aviez pas de nom. Oui, et voilà, on cherchait aussi quelque chose d'inspirant, de poétique, voilà, pas trop terre à terre, qui illustre bien aussi notre. Yemanja, on n'oublie pas, ça marche, Voilà. ça sonne bien. Votre business, donc, et les espaces de travail, donc on le sait, en 8 ans, alors là, surtout ces dernières années, beaucoup de choses ont bougé. Il y a 8 ans, est-ce que la promesse que vous faisiez à vos clients était la même qu'aujourd'hui? Et aussi, est-ce que vos clients, il y a 8 ans, sont les mêmes qu'aujourd'hui? Alors, le marché a beaucoup changé. Nous, pas tant que ça. On s'est professionnalisé, on a appris peut-être d'erreurs qu'on a pu faire. Mais lesquelles, par exemple? J'aime bien ce genre de confidence. La manière de présenter un budget à un client qui fait qu'il pense que ceci et ceci est inclus. En fait, non. Aujourd'hui, on est peut-être plus clair. Ah oui, voilà, sur la proposition commerciale. Sur la manière de communiquer à un client, de communiquer au prestat. On est maintenant vraiment très aguerri. Au début, on s'est lancé un peu à l'instant, je dirais. Mais sinon, nous, on a toujours considéré qu'un projet d'aménagement de bureau, c'est un projet humain avant d'être un projet technique ou artistique. Et je dirais que 8 ans plus tard, c'est toujours le cas, voire encore plus pertinent, notamment en lien avec les évolutions qu'on a connues dans la société et dans le monde du bureau. Nos clients, ils ont évolué parce que, historiquement, on a beaucoup travaillé pour les startups. C'était nos copains, les gens qu'on connaissait. Donc, des gens, globalement, c'est un peu cliché, mais assez ouverts sur les nouvelles méthodes de travail. Assez jeunes, assez intéressés par les sujets de bien-être au bureau, assez décomplexés sur un travail en confiance et agile. Aujourd'hui, on travaille pour tout type d'entreprise, y compris des groupes plus établis, plus conventionnels et qui s'intéressent vraiment maintenant fortement, notamment depuis la crise sanitaire, au rôle du bureau et à ce qu'on peut en faire. Parce que la crise sanitaire, en gros, a révélé certains acteurs. Alors là, vous décriviez les startups qui, par essence, sont censés être plus ouverts sur plein de choses et en l'occurrence sur les espaces de travail. Certains groupes un peu figés, grosses entreprises peut-être, mais surtout vieilles entreprises, vieilles structures, habituées à faire comme ça et pas au changement. Là, celles-ci ont commencé à se dire, à être un peu titillées, quoi. Oui, il s'est passé quelque chose de très simple, donc avec le confinement et le recours au télétravail massif, qui a été que toutes les entreprises ont commencé à faire confiance de plus en plus, on va dire, à leurs équipes. Je dis pas que c'était pas le cas avant, mais en tout cas, là, il y a vraiment eu un gros mouvement dans ce sens-là. Donc déjà, donner un peu plus de liberté dans l'organisation du travail, dans l'organisation de la journée de travail, dans l'utilisation des espaces. Et aussi, tout simplement, la question très pragmatique du rôle du bureau. Parce que le télétravail est généralisé,
vous avez un plateau de bureau à moitié vide. C'est à la fois un peu bête économiquement et un peu déprimant pour ceux qui sont là. Et donc, toutes les entreprises se sont posé la question de qu'est-ce que je fais avec mon bureau. C'est déprimant, vous dites, c'est amusant, parce que ce que vous venez de me dire me fait penser au syndrome des terrasses de café. C'est-à-dire, il n'y a personne à une terrasse, ça ne donne pas envie d'y aller. À côté, il y a du monde, on va s'agglutiner. Alors qu'il suffit qu'il y ait 3 ou 4 personnes pour que ça donne envie de venir. C'est un peu pareil au bureau, finalement. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, quand on peut télétravailler, tout le monde n'a pas la possibilité, mais pas mal de monde. Si on vient au bureau, c'est pour chercher autre chose que travailler seul, dans le calme, sur quelque chose. Voilà, on n'a pas besoin d'interaction. On vient a priori chercher de l'interaction, prendre un shoot de culture de l'entreprise, comprendre ce que font les gens d'un autre service. Et donc oui, on vient plutôt pour échanger. Et donc toutes vos initiatives, tout votre projet finalement, quand vous façonnez, quand vous concevez, quand vous imaginez un espace de travail, c'est pour que ça fourmille, quoi, que personne reste dans son coin, en gros. Alors oui, mais selon ça ce qu'on vous demande, j'imagine. Le client, ça dépend des clients. Chez Yemanja, on pratique avec beaucoup de vigilance l'écoute. On n'a pas, nous, de ligne architecturale ou de ligne éditoriale, et on ne dit pas à nos clients, nous pensons qu'il faut faire comme ça. Il n'y a rien de figé, c'est-à-dire... Non, chez Yemanja, on va vraiment écouter le besoin du client. Donc, si on a, pardon pour les clichés, un patron qui veut un grand bureau pour lui tout seul au dernier étage... Vous dites pas c'est grotesque, c'est hors de question. Monsieur, quelle drôle d'idée. On écoute ça, il a ses raisons, on s'intéresse à sa culture et on va essayer de coller à leurs besoins. Mais oui, on nous demande beaucoup ces dernières années des lieux qui vont prendre vie s'ils ont été un peu trop désertés par les collaborateurs. Typiquement, est-ce qu'il y a des secteurs d'entreprise, certains pans de l'économie qui sont particulièrement concernés, qui étaient aux antipodes de ce que vous me décriviez tout à l'heure, la culture ouverte, de start-up, etc. Nous, j'ai l'impression qu'on travaille pour tout type de secteur d'activité. Il y a quand même des métiers qui sont effectivement assez figés dans un certain schéma, où le bureau a quelque chose de statutaire. Donc, par exemple, des avocats, des cabinets de conseil. Mais on a rencontré et on a travaillé pour des cabinets qui cherchaient à introduire, tout en gardant un certain niveau de standing et de sérieux, qui cherchaient à introduire du bien-être, de la convivialité. Donc, il y a quand même ce souci-là. Un côté chaleureux et fun, entre guillemets. Oui, parce que c'est compliqué. Fun, le côté dépend, fun, c'est un gros mot dans certains. Oui, c'est un gros mot. Et je dirais qu'il y a des entreprises qui vont chercher ça, c'est-à-dire qui vont vouloir, avec le bureau, porter un message amusons-nous tous ensemble, soyons créatifs, on ne se prend pas trop la tête, on s'amuse, mais il y en a qui vont au contraire chercher à passer un message, on est très engagés, on est très sérieux, nos clients nous rendent visite, il faut faire transparaître notre professionnalisme. Donc ça dépend vraiment, et puis on peut faire un espace super créa, super décalé, mais quand même avoir un accueil avec un certain standing. Le dernier bureau que vous avez rendu, là, c'était pour qui? Alors là, on fait plusieurs surfaces pour, de l'ordre de 400 mètres carrés, je dirais. On a travaillé... alors là, je suis un peu prise au dépourvu, mais je ne veux pas citer des gens pour lesquels on n'aurait pas encore communiqué, mais on a travaillé pour Mai 69, qui est une agence de communication, qui a un peu un loft à Montreuil, qu'on a exploité en tant que tel. On a travaillé pour Findle, pour Épicerie, qui est aussi... Nous, là, c'est des noms de start-up. On a travaillé pour une société de production, Boulevard de Grenelle, Newen. Voilà. Entendu. Donc, est-ce que sur tous vos chantiers, il y a au moins une chose identique à chaque fois, quelque chose qui fait votre patte, ou alors vraiment rien du tout? Non, on essaye d'éviter d'apporter la patte, la signature Yemanja. On espère que la signature, ça va être, je pourrais dire ça, un effet waouh. Mais un effet waouh, ça peut être quelque chose de discret et d'élégant, ça peut être quelque chose de hyper décalé. Donc oui, si, je pourrais dire que c'est un effet waouh, mais il varie à chaque fois. Ça va être votre propre définition de l'effet. L'effet waouh, vous me confirmez du coup que le bureau n'est pas mort? Le bureau n'est pas mort du tout. Ouais. Donc votre société a également une particularité, j'ai lu cela, c'est intéressant. Chacun de vos collaborateurs connaît
la rémunération de son voisin de bureau. Est-ce que c'est vrai, déjà? C'est vrai, de son voisin et aussi de tout le monde. De tout le monde. Donc tout le monde, c'est le salaire de son voisin et de tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose qui a été décidé dès le début, ou alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez intégré à votre culture d'entreprise Non, c'était vraiment au démarrage, et c'était presque pas volontaire. Je me souviens pas qu'on ait eu une conversation et qu'on a dit, bon, dans notre entreprise, on va faire en sorte qu'il y ait la transparence des salaires. C'était naturel au début. Moi, je me suis associée avec quelqu'un qui est plus jeune que moi. On n'avait pas forcément la même rémunération avant de créer l'entreprise. Donc, on en a parlé librement pour se mettre d'accord sur nos objectifs. Et puis, quand on a recruté notre premier salarié, on en a parlé naturellement à 3, puis à 4, puis à 5. Et en fait, c'est devenu naturel. Et après, quand les années ont passé, on a collectivement regardé les comptes de l'entreprise, les prix du marché. Et donc, c'était assez naturel. Et ça fait partie donc de la culture d'entreprise et tout le monde est OK avec ça? Enfin, toutes les personnes qui rejoignent votre société? Oui, je pense que... Alors, dans notre culture, on a pas mal de sujets marquants. On fonctionne selon les principes de l'entreprise libérée. Il y a plein de sujets complexes qu'on est encore en train de tester, mais celui de la transparence des salaires, il est assez simple et je pense que tout le monde l'apprécie. Et pour l'anecdote, je dirais que c'est plutôt plus difficile pour les personnes les mieux payées, qui du coup doivent assumer leur rémunération face à des gens qui vont être moins payés. Mais ça fait partie du deal aujourd'hui et je trouve ça intéressant. Si vous êtes mieux payé, vous devez à minima l'assumer. Ok, mais je comprends bien votre point. Vous me parlez de sujets un peu plus complexes auxquels vous êtes en train de réfléchir. Quoi, par exemple? Il nous reste une minute. Par exemple, les congés sont illimités, parce que l'organisation du travail est libre. On grandit. Est-ce qu'il faut introduire un caractère raisonnable? Donc l'idée, c'est que chacun va être raisonnable, faire passer en priorité son client, son binôme. Mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ne le fait pas? Par exemple. Et dernière question, finalement, les bureaux de Yemanja, qui les a faits? Très bonne question, car nous venons de déménager. D'accord. On a pris une très grande surface dans le Haut-Marais, et c'est évidemment nous qui l'avons aménagé pour nous-mêmes, ce qui a nécessité beaucoup de discussions. Beaucoup de réunions. Parce que vous êtes 35, c'est ça? Ouais, mais ça va être un lieu incroyable je vous inviterai à la crémaillère mi-novembre. L'invitation est prise. Merci Marie Vaillant d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Vous êtes fondatrice de la société Yemanja, cofondatrice d'ailleurs. Donc vous êtes dans le Marais, vous venez de nous le dire. Merci infiniment et à très vite. Merci à vous.